Chapitre 2 du thème 4 d'Histoire, le projet d'une Europe politique depuis le Congrès de La Haye de 1948. Donc on va travailler sur le projet politique européen depuis l'après-Seconde Guerre mondiale pour en montrer les évolutions, les réussites, les échecs et les principaux acteurs. Alors, en accroche, vous pouvez rappeler que dès 1946, il y a fortes tensions en Europe avec les prémices de la guerre froide. Et donc, dans ce contexte de montée de la guerre froide, il y a la volonté chez les Européens de créer des États-Unis d'Europe pour éviter une troisième guerre mondiale. Et ça, c'est la volonté de Churchill. Alors, ce projet il va s'incarner dans de multiples réalisations qui vont de la CECA à l'Union européenne. Et ce projet, il va être traversé par de multiples débats autour de ce que doit être l'Europe, en particulier entre la tentation fédérale et le pragmatisme intergouvernemental. Donc, on se demandera comment a évolué le projet politique européen de 1948 à nos jours. Alors, 1948-1957, la renaissance de l'idéal européen et la mise en place d'une méthode de construction de l'Europe qui est la méthode fonctionnaliste. Pourquoi peut-on dire qu'il y a renaissance de l'idéal européen ? D'abord parce qu'on a ce congrès de La Haye en 1948 qui pose les bases d'une nouvelle Europe politique. Il en pose les bases, il en donne les valeurs surtout. Ce projet il est porté par d'anciens résistants à l'Europe nazie, qui était une autre Europe politique, mais non démocratique. Et donc les résistants vont défendre l'idée d'une Europe politique qui soit démocratique. Alors, ces fondateurs de l'Europe, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Europe. Ils sont souvent des gens de centre-gauche, centre-droit, qui ont en général été des résistants de la Seconde Guerre mondiale. On peut citer Churchill pour l'Angleterre, on peut citer Konrad Adenauer pour l'Allemagne, on peut citer Altiero Spinelli, alors lui il est socialiste, pour l'Italie, Alcide de Gasperi, Jean Monnet pour la France. Le contenu du congrès de La Haye, ce congrès de La Haye, il va défendre une vision assez fédéraliste dans la plupart des débats du Congrès. Cependant, parce qu'il y a déjà au sein du Congrès un débat entre intergouvernementalisme, ce qu'on appelle les unionistes, porté par Winston Churchill, et de l'autre côté une volonté fédérale, le Congrès de La Haye ne se traduit par aucune réalisation concrète. Les réalisations sont faibles. On a la création du Congrès de l'Europe en 1949, mais qui n'a pas de pouvoir, si ce n'est symbolique, puisqu'il élabore une convention européenne des droits de l'homme, et qui rappelle finalement que l'Europe doit être un espace de démocratie au pluriel et au singulier. Alors, cependant, à la suite du Congrès de La Haye, va se mettre en place une méthode de la construction de l'Europe politique qui est dite la méthode fonctionnaliste. C'est cette méthode qui se met en place en gros de 1950 jusqu'en 1957. Alors la méthode fonctionnaliste, elle se traduit par la première concrétisation, la première réalisation européenne, qui est la CECA. Cette CECA, il est important d'en connaître, pas les inventeurs, mais en tout cas ceux qui l'ont proposée. Deux acteurs principaux à l'origine de cette CECA, Robert Schuman et Jean Monnet, qui travaillaient en arrière-plan. Elle est proposée par la France en 1950. L'objectif de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est de mettre en commun la production de charbon et de l'acier, en particulier avec l'Allemagne, pour surveiller l'armement du pays voisin, éviter la guerre et relancer la construction européenne.
Mais c'est aussi l'idée de construire l'Europe par des domaines économiques particuliers. Une fondation progressive de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la méthode fonctionnaliste. On construit l'Europe dans des domaines, dans des fonctions particulières, et petit à petit, on élargit ces fonctions jusqu'à faire une Europe fédérale. Ce projet est proposé à l'Allemagne, qui l'accepte, car c'est un moyen pour l'Allemagne de se reconstruire, mais c'est aussi un moyen pour l'Allemagne de rejouer un rôle dans la diplomatie internationale, puisque l'Allemagne n'avait plus aucun rôle diplomatique, elle n'avait plus de politique étrangère. Et il est élargi à 6 pays: France, Allemagne, Italie, Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Le projet est un succès puisqu'il est proposé en 1950 et il est adopté un an plus tard, en 1951. Alors, s'il traduit la méthode fonctionnaliste parce qu'il concentre un domaine particulier qui est celui de l'économie du charbon et de l'acier, en réalité, il traduit aussi un idéal fédéraliste par son organisation, puisque ce CK, cette organisation, est dirigée par une haute autorité qui est indépendante des États. Et donc, l'idée de créer des institutions qui soient indépendantes des États pour en faire un nouvel État, c'est cela l'idéal fédéraliste. Cependant, cet idéal fédéraliste va échouer quelques années plus tard, et ce qui va entraîner la réaffirmation de la méthode fonctionnaliste. L'idéal fédéraliste est porté à nouveau par la France en 1950, avec un nouveau projet qui est porté par le président du Conseil René Pleven et à nouveau Jean Monnet en arrière-plan. Ce projet, c'est le projet de CED, Communauté Européenne de Défense. Alors, le projet de CED consiste à construire une armée européenne. Pourquoi les Européens proposent aux mêmes pays de la CK de construire cette fois-ci une armée européenne? Parce qu'il y a le contexte de la guerre froide, et en particulier de la guerre de Corée. Face à cette guerre de Corée, 1950-1953, les États-Unis font pression pour que l'Europe se défende par elle-même. On est aussi dans un contexte de construction de grandes alliances militaires, puisque l'OTAN a été créée en 1950. Et dans ce cadre, la méthode Monnet, qui consiste à construire l'Europe progressivement, se dit on a réussi à faire l'Europe dans le domaine stratégique, qui est celui de l'acier. Eh bien, on peut aller plus loin et mettre en commun nos armées, en créant une armée européenne. Cependant, ce projet fait l'objet d'intenses débats, en particulier en France, durant l'année 1954. Et vous avez 2 camps politiques qui vont s'opposer à ce projet. Le camp communiste, qui accuse ce projet de favoriser le réarmement allemand et donc la possibilité de reconstruire une Europe nazie. Et de l'autre côté, le camp gaulliste, qui défend la souveraineté de la France et qui est contre l'idée d'une Europe fédérale et donc d'une armée européenne. L'expression est Europe à la botte allemande. Et donc le Congrès, ce projet de CED, est rejeté par le Parlement français en août 1954. Alors, face à l'échec de ce projet fédéraliste, la construction se termine sur un compromis qui est le compromis fonctionnaliste avec les 2 traités de Rome. Alors le traité de Rome de la CEE et le traité de Rome d'Euratom. Après l'échec de la Communauté Européenne de Défense, l'Europe semble à bout de souffle. Et c'est 2 ans plus tard, en 1956, à Messine, que les pays fondateurs de l'Europe se retrouvent pour chercher à relancer la construction européenne en choisissant le domaine majoritairement économique. Donc la grande réalisation du traité de Rome, qui est l'aboutissement de ce processus 56-57, est une réalisation économique, puisque la CEE met en place un marché commun qui permet la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Et donc qui favorise la croissance économique, mais aussi la naissance d'une zone économique homogène, d'un espace économique commun. Alors, cette CEE qui nous intéresse au premier plan, elle traduit cet équilibre entre
idéal fédéraliste et idéal intergouvernementaliste, puisque cette communauté européenne, économique européenne, pour fonctionner, elle se dote d'institutions. Ces institutions sont l'équilibre entre ces deux tendances. On a une institution qui est très intergouvernementale, c'est-à-dire qui est le reflet d'un accord entre chefs de gouvernement qui n'est pas indépendante des États. C'est le Conseil des ministres, où chaque État défend la position de son État. On a une autre institution qui est beaucoup plus fédérale, c'est la Commission européenne, puisque les commissaires européens, une fois nommés par les États, sont indépendants des États, n'ont pas à rendre de compte à leurs États. Et enfin, on a une troisième institution qui, elle aussi, plutôt fédérale, même si elle n'a pas beaucoup de pouvoir, au départ, c'est le Parlement européen. Donc on le voit, la période 1948-1957 est une période de réaffirmation d'un idéal européen qui se traduit par des réalisations concrètes, dites fonctionnalistes, parce qu'elles concernent un domaine particulier, le domaine économique. Même si, ne l'oublions pas, les traités de Rome avaient aussi la dimension Euratom qui était la volonté de construire une Europe de partage du nucléaire civil. Mais là encore, pour relancer la machine économique des pays. Alors, la période 1957-1992 est celle de l'approfondissement de cette construction européenne qui va s'élargir à de nouveaux domaines de compétences et celle des débats sur l'orientation politique que l'on doit donner à l'Europe. Alors, les débats marquent surtout la première période, 1957-1969, avec la présence de De Gaulle au pouvoir. De Gaulle va défendre une vision de l'Europe dite européenne et d'une Europe très intergouvernementale. Alors, il revient au pouvoir en France en 1958, juste après le traité de Rome, et il applique les conditions du traité de Rome, ce qui n'était pas une évidence. Cependant, durant cette période, il va proposer sa propre vision de l'Europe. Et il va s'opposer fermement à l'Europe fédérale. Alors, la proposition de cette Europe européenne est dirigée par le couple franco-allemand dans lequel la France aurait le rôle majoritaire. Il le fait avec deux propositions. La proposition d'un plan, dit le plan Fouché, qui clairement veut créer une Europe politique, mais une Europe politique intergouvernementale, et une réalisation, celle du traité de l'Élysée de 1963. Et dans cette réalisation, il approfondit la coopération franco-allemande pour en faire un véritable moteur de la construction européenne. Sa deuxième idée est de faire une Europe indépendante des États-Unis, et cette Europe dite européenne. Et c'est dans le cadre de cette construction d'une Europe indépendante des États-Unis qu'il va s'opposer à deux reprises, en 1961 et en 1969, à l'intégration du Royaume-Uni en Europe, estimant que le Royaume-Uni est trop lié dans sa politique étrangère à la politique américaine. Enfin, pour défendre cette Europe intergouvernementale, il va s'opposer à la Commission européenne qui veut accélérer dans la construction d'une Europe fédérale. C'est ce qu'on appelle la crise de la chaise vide en 1965, puisque la crise de la Commission européenne veut que les décisions dans le Conseil des ministres soient prises à la majorité et non plus à l'unanimité. Et De Gaulle veut que dans toutes les institutions européennes, les décisions soient toujours prises à l'unanimité parce qu'il ne veut pas que la France se retrouve en minorité. Donc à la suite de la crise, De Gaulle refuse de faire participer son représentant au Conseil des ministres européens. Et cette crise va trouver une résolution dans ce qu'on appelle le compromis de Luxembourg, qui permet à un État, dans une circonstance exceptionnelle, de faire valoir son droit de veto. Ce compromis de Luxembourg est considéré comme un blocage par les fédéralistes à cause de ce droit de veto. Enfin, période post-De Gaulle est celle de la relance du projet européen de 1969 et 1980. Alors, la relance du projet européen, pourquoi 1969 ? Parce qu'il y a un nouveau congrès, qui est le congrès de La Haye 1969, et dans ce congrès, auquel participe Pompidou, sont décidées trois grandes mesures. L'achèvement
l'approfondissement et l'élargissement. L'achèvement, c'est la mise en place de toutes les dispositions qui ont été décidées lors du traité de Rome, et en particulier en ce qui concerne la politique agricole commune qui a été décidée un petit peu plus tard en 1962. Mise en place d'une réelle politique agricole commune, certaines mesures de cette politique n'étaient pas encore en place en 1969. L'approfondissement, c'est l'idée de mettre en place de nouveaux domaines de compétences pour cette communauté économique européenne en allant vers une Europe plus politique. Et l'élargissement, c'est celle d'agrandir l'Europe, d'intégrer de nouveaux pays pour en renforcer le poids. Alors, la décennie 70-80 va être justement la mise en place de ces nouvelles politiques européennes, de cette politique d'approfondissement. C'est d'abord sur le domaine monétaire, puisque la décennie 1970 est marquée par une instabilité monétaire extrêmement forte à la suite de la fin de la convertibilité en or du dollar. C'est pourquoi en 1974, les Européens créent un nouveau système monétaire propre aux pays membres de la communauté, qu'on appelle le SME, Système monétaire européen, qui crée une monnaie de change virtuelle, l'écu, qui est chargé de garantir cette stabilité économique européenne, qui est une monnaie de compte sur laquelle toutes les monnaies européennes sont fixées et ont une possibilité de variation extrêmement limitée. Par ailleurs, il y a la volonté de renforcer le caractère démocratique de l'Europe avec, en 1979, la première élection au suffrage universel du Parlement européen, auquel sera élue Simone Veil, première femme élue au Parlement européen. Enfin, en 1986, dans l'objet de construire une Europe plus fédérale et signé par le commissaire européen Jacques Delors, l'acte unique. Cet acte unique, il a pour objet de regrouper tous les traités existants qui avaient été rajoutés au traité de CEE ou qui précédaient le traité de CEE, de mettre en œuvre une politique étrangère commune et donc de préparer un nouveau traité qui est le traité de Maastricht. Enfin, cette période, 1970-1980, est marquée par l'élargissement de la construction européenne, un élargissement au Royaume-Uni qui est finalement intégré avec deux autres pays, le Danemark et l'Irlande, et de l'autre côté, un élargissement au sud vers des pays nouvellement démocratisés qui étaient des anciennes dictatures. C'est le cas de la Grèce en 1980 et c'est le cas de l'Espagne et du Portugal en 1986. Enfin, en 1989, on décide la reprise des relations politiques avec les pays qui étaient à l'est du rideau de fer. Cependant, dès cette période, on a des limites à la construction européenne, en particulier du côté anglais, avec Margaret Thatcher qui s'oppose à l'avancée fédérale de la construction européenne et qui est extrêmement critique vis-à-vis des politiques économiques communes. Elle voudrait simplement un vaste marché de libre-échange, mais elle ne veut pas de politique économique commune. Derrière cette expression « no, no, no », on ne veut pas du traité de Maastricht, ou « I want my money back ». Je veux que vous me rendiez la monnaie que j'ai investie dans la PAC, puisque cette PAC ne me sert à rien. Enfin, donc dans un troisième temps, on va voir que la période 92 de nos jours, c'est celle de l'affirmation d'une Europe politique, mais en même temps de la critique de cette Europe politique. Alors, 1992-2007, affirmation d'une Europe politique, pourquoi ? Parce qu'en 1992 est signé un nouveau traité, le traité de Maastricht, qui est une avancée politique majeure pour l'Europe. Il est organisé autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de créer une politique étrangère de défense commune, PESC, politique étrangère et de sécurité commune, pour permettre à l'Europe d'intervenir dans des crises politiques européennes. La deuxième politique, c'est de créer une politique de coopération judiciaire et de coopération policière. Et là encore, la justice et la police sont des attributs du pouvoir régalien. Et enfin, la troisième politique, c'est d'approfondir la construction européenne, la construction économique européenne, avec la création
d'une union économique monétaire, UEM, qui donnera l'euro en 2002. Enfin, toujours dans la vision de construire une Europe politique, il y a aussi la construction d'une citoyenneté européenne. Ce traité de Maastricht, qui affirme la naissance d'une Europe politique, entraîne un changement de nom. On ne parle plus de communauté économique européenne, mais on parle d'Union européenne. Entre 1992 et 2007, il y a une série de nouveaux traités qui renforcent cette dimension politique de l'Europe et qui ont plutôt tendance à tendre vers une construction, un horizon fédéraliste. C'est pour ça qu'on parle de méthode néo-fonctionnaliste, puisqu'on veut approfondir la construction politique de l'Europe pour aller vers une réalisation fédérale, mais toujours avec la méthode dite des petits pas. Alors, pourquoi on a une intégration progressive de 1992 à 2007, puisque en 2001, on décide qu'au sein de la Commission européenne, le vote sera pris à la majorité qualifiée, c'est-à-dire on s'approche du vote à la majorité simple. En 2007, malgré l'échec de la construction de la Constitution européenne, le traité de Lisbonne renforce les pouvoirs de l'Union européenne avec l'élection d'un président du Conseil européen et la nomination d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Par ailleurs, l'Union européenne entre dans des institutions internationales à l'image du G20. Dans un deuxième temps, l'affirmation d'une Europe politique avec la volonté de construire une Europe puissance, que cette Union européenne devienne une puissance de la mondialisation. Cela passe, comme dans les années 70, par un élargissement de l'Europe. On passe d'une Europe à 6 en 1957 à une Europe à 28 en 2016, car depuis 2001, il y a eu un élargissement de l'Europe aux pays de l'Europe de l'Est et aux pays des Balkans. C'est le cas des pays de la Pologne, des pays baltes, de la Roumanie, de la Bulgarie ou encore de la Croatie dans les Balkans. Et aujourd'hui, avec cet élargissement, avec cette politique économique commune, l'Europe, c'est le deuxième bloc économique mondial. Cependant, cette Europe fait face à de multiples difficultés, et donc ce sont aussi les limites de cette construction européenne. Elle paraît incapable de résoudre les grandes crises des années 90 à 2000, les crises post-guerre froide. Première crise, c'est la crise de la guerre en ex-Yougoslavie qui éclate en 1990 et qui va se terminer en 1995. Et alors que l'Europe est dotée de la politique européenne de sécurité commune, politique étrangère de sécurité commune, PESC, elle est incapable d'intervenir dans cette crise puisque vous avez une opposition entre l'Allemagne qui défend la Slovénie et la France qui défend la Serbie. Deux politiques extrêmement différentes. Par ailleurs, les crises économiques fragilisent fortement l'Europe et l'Europe semble à nouveau en grande difficulté dans la résolution de la crise grecque de 2008 à 2012, à nouveau parce qu'il y a des désaccords entre la France qui serait plus pour un effacement de la dette et l'Allemagne qui est contre cette idée de l'effacement de la dette grecque. Enfin, deuxième fragilité de l'Europe, c'est parce que s'affirme depuis 1992 une Europe à la carte, avec des pays qui ne participent pas à l'ensemble des politiques communes. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni obtient lors du traité de Maastricht une clause de retrait qui lui permet de ne pas participer à l'ensemble des politiques. C'est le cas en particulier de la politique d'union économique et monétaire, auquel il ne participe pas. Par ailleurs, le Royaume-Uni n'a pas signé les accords de Schengen qui assuraient la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace Schengen, accord de Schengen qui avait été signé en 1985. Enfin, des difficultés parce qu'une Europe qui est de plus en plus critiquée par les peuples. C'est ce qu'on appelle la montée de l'euroscepticisme. Cette critique des peuples
elle se fait sur différents domaines. Les peuples critiquent l'Europe pour être trop libérale, pour favoriser les élites et pas les peuples, pour être trop technocratique, c'est-à-dire que c'est un gouvernement des élites, spécialistes de leur domaine de compétences, mais qui n'ont pas de légitimité démocratique car ils n'ont pas été élus. Et cela se traduit par des rejets ou des menaces de rejet de traités, des très petites majorités. Lors du traité de Maastricht, le traité de Maastricht est approuvé seulement par 51% des électeurs, alors que l'ensemble de la classe politique française, une grande partie de la classe politique française était en faveur de ce traité de Maastricht. En 2005, la Constitution européenne, le projet de Constitution européenne qui est proposé aux Français est à nouveau rejeté, alors que la majorité de la classe politique française appelait à voter en faveur de ce projet de Constitution européenne. Et en 2016, alors qu'à nouveau la majorité de la classe politique britannique appelait à voter contre le Brexit, c'est le Brexit qui l'emporte au Royaume-Uni. On voit là, dans cet euroscepticisme, une forme de refus d'une Europe fédérale actuelle, car jugée comme trop libérale. Donc on s'était demandé comment a évolué le projet européen de 1948. On a montré qu'il était passé de l'état de projet à celui de réalité politique et économique en 1957, qu'il a connu des approfondissements dans la période 1957-2007, mais qu'il a en même temps connu des difficultés importantes, le rejet de la CED et beaucoup plus récemment le Brexit. Il semble donc que le projet doive à nouveau se réinventer aujourd'hui pour répondre à la déception qu'il procure chez les citoyens.